Bonjour à tous, je m'appelle Violette, je travaille chez Red Sherpa. On organise aujourd'hui notre quatrième webinaire avec Dominique Séguin de Questio, directeur développement chez Questio, sur le sujet de comment gérer ses priorités commerciales pendant la crise Covid-19. Sur le format, on se laisse à peu près une quarantaine de minutes. Dominique va présenter un support qu'il a préparé pendant une vingtaine de minutes et ensuite vous pourrez vous poser vos questions via le chat. Et Dominique et je pense Blaise, qui va nous rejoindre aussi, se chargeront d'y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et ensuite on enregistre le webinaire, donc on le diffusera en replay par la suite. Bonne écoute et bon séminaire, bon webinaire à vous. Bonjour à tous. Merci Violette pour cette intro et puis ravi d'organiser ce webinaire avec vous tous. Donc je vous propose c'est de partager un peu de contenu pendant une vingtaine de minutes et puis après de prendre vos questions en live avec le chat pour effectivement traiter des points particuliers que vous souhaiteriez préciser. Déjà, j'espère que vous allez tous bien, vous-même, vos proches, vos familles, que vous êtes en forme et qu'en tout cas, ça va bien. On va parler d'un sujet qui est effectivement important parce que, en fait, ce qui nous arrive à tous depuis le 16 mars, c'est en fait un peu ce qu'on voit à l'écran, c'est une tempête. C'est quelque chose d'assez inédit sur lequel, depuis maintenant 3 semaines, on a en tout cas tous eu le temps de pouvoir y réfléchir et l'affronter. Et puis, c'est vrai que ça a un impact direct sur nos entreprises, sur nos métiers commerciaux. Comment est-ce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, dirigeant de start-up, en tant que head of sales, comment est-ce qu'on traite ce sujet-là? Comment est-ce que on a plein de clients qui sont plus joignables, qui sont plus au bureau. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Sur quoi on peut leur parler? On a pas mal de sujets qui sont ouverts. Beaucoup de gens qui sont pas disponibles, de gens qui nous disent, écoutez, c'est vraiment pas le moment. On a des problématiques bien autres à gérer. Et donc, ça vient challenger et remettre à plat, en fait, pas mal de pratiques qu'on avait dans la fonction commerciale, dans la fonction marketing. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir adresser. Nous, on travaille depuis 3 semaines avec plus d'une centaine de clients qu'on accompagne. Et on parle beaucoup avec des dirigeants de PME, des dirigeants de start-up, des directeurs commerciaux, leurs équipes commerciales. Et donc, on a aussi eu beaucoup de retours que je voudrais vous partager et qui alimentent aussi la manière dont on est en train de construire nos convictions, ces pistes de travail que je vais vous partager maintenant. Alors, est-ce que déjà, il faut continuer? En fait, nous, nos convictions, et on va détailler un peu, mais notre première conviction, c'est effectivement, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles il va falloir continuer à faire du business dans cette situation absolument inédite. Déjà, pour les départements, les équipes de vente, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que par nature, c'est ceux qui sont responsables de la génération du chiffre d'affaires et qui conditionnent l'équilibre, le cash, les salaires, le fonctionnement de toute entreprise. Donc de toute façon, avant même la crise du Covid, on avait déjà un rôle, et c'est celui qui nous est dévolu, qui est de s'occuper de générer le revenu de l'entreprise. Donc encore plus maintenant, on va devoir être les premiers sur ce sujet-là et de trouver des actions pour y aller. En temps normal, on perd déjà des clients, il y a forcément de l'attrition, du churn, de la rotation du portefeuille client. Donc par nature, on sait de toute façon que le portefeuille client, il n'est jamais complètement stable et que chaque année, on a besoin de retrouver des nouveaux clients. La baignoire se vide, il faut évidemment la remplir. Autre facteur qui n'est pas neutre, c'est que comme dans toute situation de crise, il y en a qui vont effectivement aussi bouger plus vite que les autres. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de la courbe du deuil qui nous a tous servi de modèle de lecture de cette situation, de la phase de sidération, de déni, de colère. Et puis, tout le monde traverse plus ou moins rapidement jusqu'à se remobiliser. Et évidemment, ceux qui se remobilisent les premiers vont être aussi ceux qui seront en capacité potentiellement d'aller chercher des opportunités nouvelles et qui potentiellement peuvent être vos concurrents qui vont aller approcher vos clients.
autre sujet très important, c'est que en prospection, en conquête, en chasse, il y a une durée de cycle de vente qui est incompressible. Et donc, il faut forcément toujours semer avant de récolter. Et donc, plus tard, on va semer, plus tard, on va récolter. Donc, on a une obligation de réfléchir à comment est-ce qu'on peut redémarrer, comment est-ce qu'on peut trouver des bonnes pratiques, la bonne posture, le bon équilibre pour relancer la machine de conquête commerciale. On est obligé de continuer à semer, certainement de manière très différente. Les paradigmes ont changé. Peut-être que les métriques, finalement, vont également changer. Il faut en tout cas redémarrer. Enfin, dernière chose, les mesures économiques, elles ne vont pas durer éternellement. Donc, on sait évidemment que c'est des petites roulettes bien appréciables, que ce soit BPI France, que ce soit les banques, que ce soit les partenaires, que ce soit vos fournisseurs, toute la chaîne de l'écosystème qui permet de gérer le sujet du cash aura un moment sa fin. Et donc, ça veut dire qu'il faut effectivement le plus tôt anticiper une approche plus organique, la plus organique possible. Et puis enfin, dernier point, mais qui est évident, mais important à reprendre, c'est qu'en fait, les seules batailles qu'on perd sont celles qu'on ne mène pas. Donc évidemment, ça va être sûrement très difficile, avec beaucoup d'obstacles, mais il va falloir y aller, parce que ne pas y aller, pour le coup, c'est certain, c'est perdre la bataille. Alors je vois qu'il y a quelques messages, je vais voir si je trouve quelques messages. Je crois que ça bouge un petit peu à droite. Je me pose des questions dans le chat. Alors, si tu peux mettre en diaporama. Ah oui, alors en fait, c'est parce que j'ai pas pu l'imprimer et donc du coup, je dois voir les slides après. Donc, comme je l'ai construite pour vous, il y a certains slides, j'ai besoin de savoir ce que je vais vous dire après. Donc, je peux pas le mettre en diaporama. Je peux agrandir encore un peu. Je vais essayer et je vais le faire. Tac, comme ça paraîtra encore plus grand. Voilà, Vincent, j'espère que ça va être bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bonjour à tous. Je vois qu'il y a d'autres qui se reconnectent. On est bientôt 40, donc bienvenue à tous. Alors, c'est les 3 points qu'on va aborder ensemble. Premier sujet qui est hyper important parce que c'est déterminant. Ça va être une grosse partie de la manière de reprendre la main sur cette situation. C'est le sujet de l'état d'esprit, du focus, du mental. Comment est-ce qu'on reste positif et concentré dans cette phase-là en tant que dirigeant d'entreprise? Ça va être un sujet extrêmement important. Ensuite, on va travailler autour de la proposition de valeur. Comment est-ce qu'on va la faire évoluer? Ça oblige à nouveau à remettre une feuille blanche et à se dire qu'est-ce qu'on fait? Mes clients ne sont plus disponibles. Mes clients, je ne sais pas, je suis agent immobilier. Comment est-ce que je peux faire pour trouver des options? On va réfléchir à ça. Et puis ensuite, quelque chose là, pour le coup, un grain plus opérationnel. Qu'est-ce que je fais de mes clients existants et qu'est-ce que je fais de ma chasse, de ma conquête et de ma pipeline active? On va traiter ces trois sujets-là. Premier sujet sur l'état d'esprit et le mental. 2 choses importantes. En fait, quand on est entrepreneur, quand on est dans la fonction commerciale, déjà, par nature, la route est semée d'embûches et on fait face à des obstacles au quotidien. Donc, il y a un premier niveau, c'est qu'aujourd'hui, l'obstacle, il est majeur, mais finalement, et les avions décollent face au vent, donc c'est intéressant de dire que finalement, ils ne pourraient pas décoller si ce n'était pas face au vent. Donc, parfois, l'obstacle est une opportunité, en tout cas un levier, de faire différemment, et on va le voir à plusieurs reprises. Et puis, finalement, quand on est dans la fonction commerciale, quand on est dans ce go-to-market entre une offre et un marché, par nature, ça ne correspond pas toujours. Et donc, on a plein d'obstacles qui sont nombreux. Le pricing, la qualité de l'offre, la qualité du delivery, la concurrence, les conditions économiques, le cours du pétrole, le cours du dollar. Bref, on est habitué à beaucoup d'obstacles. Et donc, ça veut dire que, par nature, il faut s'habituer à se dire, c'est un obstacle plus fort, mais on est habitué. Et ça va être important parce que ça va permettre de se repositionner aussi de manière différente par rapport à quelque chose qui peut parfois paraître insurmontable. Deuxième élément, ce qui est particulier en ce moment, c'est que ce qui nous arrive dans une même journée, dans une même semaine, c'est comme une pièce de monnaie qui tourne. Au fur et à mesure, on ne voit pas toujours les mêmes faces. Il y a des moments où on voit des éléments positifs, des moments où on voit des éléments négatifs, et donc tout se mêle
à une vitesse assez incroyable dans la même journée, ce qui fait qu'on peut avoir des hauts et des bas en permanence, qui peut être difficile à gérer à titre personnel, qui peut être difficile à gérer pour des commerciaux. Et donc, il y a un vrai sujet de se dire comment est-ce que je vais arriver à contrôler tous ces flux, toutes ces émotions qui vont arriver pour, en termes de mental, me reconcentrer sur ce que je peux vraiment faire. Je vais prendre un exemple. Comment est-ce qu'on voit le verre? Est-ce qu'on le voit à moitié plein ou à moitié vide? On peut avoir des jours où personne répond. Et puis, on peut aussi se dire finalement, qu'est-ce que je peux en retirer? J'ai 10% de mes clients qui ont accepté qu'on se parle la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que je compare par rapport à une situation en amont, pré-Covid, et dans ce cas-là, je vois le verre à moitié vide, ou est-ce que je me dis, finalement, bonne nouvelle, j'ai 10% des clients qui ont accepté qu'on se parle la semaine prochaine. Autre cas, j'ai une activité qui est complètement arrêtée, et en même temps, je peux peut-être faire évoluer la manière, on verra des exemples tout à l'heure, faire évoluer la manière de penser ma relation client et comment est-ce que je peux recréer de la valeur dans cette relation client-là. Donc, on voit qu'il va falloir, même s'ils sont réduits, arriver à se focaliser sur des possibles qui donnent des petites zones d'optimisme dans une situation qui peut apparaître comme étant insurmontable. Après, en termes de communication, quand on regarde, ce qu'on prend au quotidien, c'est des informations qui sont au quotidien extrêmement glaçantes. Moi, à titre personnel, je me suis fixé comme règle le journal du matin plutôt à la radio, parfois peut-être pas avoir trop d'images, ça ne fait pas de mal, et le journal le soir, et 90% du temps, je ne regarde pas l'info de la journée. Pourquoi? Parce qu'on touche à un sujet qui est extrêmement important, qui est le niveau du macro et du micro. Sur quoi est-ce que je peux agir? Et la réalité, c'est que je ne peux pas agir sur le macro. On n'est pas aux commandes, il y a d'autres personnes qui le sont, et donc on ne peut pas agir sur ce flux d'action et de communication au niveau macro. Par contre, nous, on peut, en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que patron des ventes, on peut agir sur la dimension micro, et ça, c'est véritablement entre nos mains. Et comme on ne peut pas ne pas communiquer, en fait, on a un rôle déterminant pour nos équipes, dans notre environnement, auprès de nos managers, auprès de nos clients, auprès de nos prospects, c'est que ça, c'est entre nos mains. Et certes, il y a une situation contextuelle qui est ce qu'elle est, et qu'il faut le plus vite possible accepter. Et ensuite, il y a une situation micro sur laquelle on peut agir. Et d'arriver à différencier les deux, va nous permettre aussi de changer notre communication, parce que ce qui est certain, c'est que ceux avec lesquels on communique au quotidien, il y a plein d'études là-dessus sur ces ratios, c'est que une pensée négative, une expression négative est 10 fois plus puissante qu'une pensée positive. Quand je dis à un collègue, quand je dis à un client, ah ouais, c'est super dur en ce moment, hein, qu'est-ce qu'on en bave, c'est difficile, en fait, ça a 10 fois plus d'impact que d'avoir dit, c'est génial parce qu'aujourd'hui, j'ai 10% de mes clients qui ont accepté que je leur parle la semaine prochaine. Donc, le négatif est 10 fois plus puissant que le positif. Et donc, dans nos rôles de leader, où on va influencer notre écosystème proche, celui sur lequel on a une interaction réelle, directe, on va avoir un sujet hyper important, c'est qu'on va devoir trouver des moyens de passer sur une communication qui soit saine, qui soit un point de rencontre collectif, qui soit inspirant. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de se dire que tous les matins, vous pouvez mettre en place des points de communication avec vos équipes pour partager des news concrètes, positives, des choses qui ont bien fonctionné et préparer ce qui va se passer dans la journée. Et ça va aider à se recentrer et à recentrer vos équipes sur des choses qui sont opérationnelles, qui peuvent être vecteurs de communication positive. Et tout à l'heure, dans les questions qu'on partagera, ça m'intéresse que certains nous disent ce qu'ils ont fait sur ce sujet-là de la communication. On voit en tout cas que dans nos rôles, on a un niveau macro sur lequel on ne peut pas agir. Il y a un niveau micro sur lequel on va pouvoir se remettre en mouvement et de manière extrêmement pragmatique. Là, je propose quelques questions. Et quand, par exemple, on parle par exemple de ces prospects, mettez des noms et des prénoms. Ah, j'ai parlé avec Stéphanie Durand, c'est quelqu'un que j'avais dans ma pipeline depuis 3 mois. On a eu une super bonne discussion et elle m'a dit qu'il fallait la rappeler à partir du 20 avril parce qu'il y a un des sujets qu'on avait abordés qui l'intéresse. Il faut que ce soit des choses qui ancrent notre conscient dans des choses concrètes, pragmatiques, immédiates.
Premier sujet sur le mental, et évidemment, tout à l'heure, je prendrai vos questions sur ce sujet-là, mais c'est un point hyper important, surtout parce que tout le monde, en plus, en ce moment, est isolé, à distance, et donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas une sorte de petite musique qui se distille, qui n'est pas positive et qui pourrait influencer le mental de fonctions commerciales qui ont vraiment besoin, en ce moment, d'être positifs. Alors, on a vu le sujet du mental, le rôle du leader dans cette gestion du mental pour lui, pour son équipe. Deuxième sujet qui va être important, c'est le sujet de la proposition de valeur. En temps normal, une entreprise existe parce qu'elle règle effectivement des problématiques, des problèmes de ses clients, et donc c'est pour ça que les clients font appel à des fournisseurs, et c'est la raison d'être. Là, ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de flux de revenus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on n'est pas habitué à avoir une relation potentielle avec son écosystème, sachant qu'il n'y a pas de flux de revenus. En tout cas, pour une grosse partie en ce moment, le flux de revenus, il a complètement disparu, il est mis en stand-by. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour se positionner? Nous, ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on appelle un outil qui s'appelle l'échelle des finalités, qui est de se dire, on va reprendre un peu de hauteur, on va partir du bas de l'échelle, ce que nous faisons. Qu'est-ce que cela permet? Qu'est-ce que ça permet encore de faire en plus? Et on va encore creuser. Et fondamentalement, finalement, quel est notre why? Vous connaissez, vous avez sûrement, pour beaucoup d'entre vous, vu les thématiques sur le why et les Golden Circles de Simon Sinek. C'est vraiment le sujet d'aller se repositionner sur sa réalité. Je vais vous prendre un exemple. On a un de nos clients qu'on accompagne qui s'appelle Ma Place en Crèche. Ma Place en Crèche, ils permettent aux jeunes parents, aux parents, de trouver des places en crèche via leur entreprise dans des crèches privées. Et donc, ils aident à pouvoir s'assurer que tout le monde peut retourner facilement au travail, trouver de l'assistance de qualité pour ses enfants. Et évidemment, en ce moment, les crèches sont fermées. Donc, quand on a travaillé avec eux sur cette échelle des finalités et qu'on a travaillé leur rôle fondamental, qu'est-ce qui est ressorti de ce travail-là? C'est que leur rôle fondamental, c'est de permettre l'épanouissement des enfants. Ils ont une connaissance parfaite des activités qu'on peut avoir avec des enfants dans une crèche. Et donc, ils ont fait passer leur proposition de valeur et donc toute leur communication actuellement avec les crèches, les parents, les DRH des entreprises qui sont leurs clients autour de comment est-ce qu'on s'occupe d'enfants quand on est devenu une crèche à la maison. Et donc, ils ont du coup décalé leur discussion, leur raison d'être vers ce sujet-là pour pouvoir traverser la situation de crise actuelle en positionnant leur marque, leur raison d'être autour de quelque chose qui correspond aux problématiques que rencontrent actuellement toute leur clientèle, mais où là, il n'y a plus de flux de revenus et il y a un flux simplement qui est autour de leur raison d'être. Ça veut dire que pour pouvoir trouver votre raison d'être, et je vais vous donner des exemples après, il faudrait que vous vous posiez la question, si mon entreprise était une association à but non lucratif, quel serait son objet? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'effectivement, je puisse repenser mon rôle fondamental indépendamment de ce que je facture au quotidien. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de bouger dans votre rôle fondamental et de se dire quelle est la relation que je vais avoir avec mes clients et donc, du coup, pour les fonctions commerciales, quel est le type de conversation je vais pouvoir mener dans cet esprit-là. Ça va faire bouger plusieurs choses. Et on va le voir avec des exemples. Ça va faire bouger plusieurs choses. Typiquement, je vais prendre un gestionnaire de patrimoine. Il peut se dire, en ce moment, normalement, il vend des produits financiers sur lesquels il va prendre un pourcentage du produit financier vendu à la personne, à son client. Mais en ce moment, il peut faire déplacer ses discussions sur la sécurisation du patrimoine, sur les règles de bonne gestion en temps de crise, sur comment est-ce qu'on construit des scénarios de rebond sans forcément être centré sur la vente d'un produit. Il peut être dans une logique de conseil, il peut être dans une logique de donner un regard différent, de partager des expériences. Donc, il peut poursuivre la conversation dans un format qui n'est plus un format commercial, mais qui est un format d'expertise. Ça veut dire que la valeur ajoutée en tant que telle, elle n'a pas changé. Par contre, la manière de partager avec vos clients, avec vos prospects, va naturellement évoluer parce que vous allez repartir de votre rôle fondamental et non plus de la prestation de service ou de produit que vous commercialisez. Je vais prendre d'autres éléments sur lesquels ça va bouger.
Ça peut être la phase d'accompagnement et de service. On accompagne pas mal d'ESN. En ce moment, il y a des ESN. Elles peuvent plus aller sur les chantiers, ils peuvent plus être dans les bancs d'essai, ils peuvent plus réaliser les produits. Comment est-ce qu'on va pouvoir remonter d'un cran en termes d'avant-vente? Je vais prendre un agent immobilier. Comment il n'y a plus de projet opérationnel, il ne peut plus faire de recherche de biens pour ses clients. Comment est-ce qu'il va pouvoir déplacer la valeur, par exemple, pour penser le lieu de vie idéal pour sa clientèle. Donc, il y a des moyens de pouvoir continuer à converser, continuer à échanger avec ses clients, les aider parce que aussi les conditions de jeu ont bougé. Ça peut être les cibles qui peuvent changer, on va le voir tout à l'heure, on va travailler là-dessus. Ça peut être les types de produits fournis. Qu'est-ce que je vais faire bouger dans mes produits? Qu'est-ce que je vais faire bouger dans mes services? Où est-ce que je vais changer dans ma chaîne de valeur le curseur pour me réadapter en fonction de mon rôle fondamental à ce que mes clients, à ce que mon audience, à ce que mes prospects veulent. Je vais prendre 2 exemples intéressants là-dessus. En moins de 10 jours, 2 marques incontournables, connues, qui sont aussi des gros navires pas évidents à piloter et à faire tourner. Si je prends Decathlon qui était en train de démarrer sa saison outdoor et passer en moins de 10 jours sur l'intégralité de sa chaîne marketing, commercial, production, logistique, et passer de la préparation d'une saison de jeux extérieurs à la préparation du confinement et donc d'une approche qui est centrée sur comment est-ce qu'en période de confinement, je peux aider mes clients, les familles, les personnes qui sont habituellement ma clientèle à pouvoir continuer de profiter de mes services. Donc, ils ont complètement fait bouger leur paradigme. Je vais prendre de Body Shop. Ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, l'Occitane, on le voit à l'écran par exemple, The Body Shop, comment est-ce qu'ils ont pu faire bouger leur proposition de valeur? On peut imaginer une pyramide de Maslow dans laquelle on a les besoins fondamentaux, puis les besoins au fur et à mesure qui sont moins fondamentaux. On peut imaginer que des gens comme l'Occitane se disent, bon, ben, en ce moment, plus personne va venir nous acheter des produits, ça n'a pas de sens. On est plutôt sur farine, pâtes et besoins primaires. Donc, nous, on n'a pas notre place dans cet écosystème. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? En pensant à leur rôle fondamental, à la manière de délivrer, on voit qu'ils peuvent y trouver une opportunité qui est de se dire, mais en ce moment, les gens ont besoin de pouvoir se laver les mains. Ça fait partie des gestes barrières. Comment est-ce qu'on peut en tirer une opportunité et bouger notre chaîne de valeur, notre chaîne de communication? Donc, on voit avec ces exemples qu'il y a des moyens de pouvoir penser différemment sa réponse à la situation. Et donc, il y a un travail qui est hyper intéressant, qui est de remonter vraiment sur son rôle fondamental, sur votre why, et essayer, là, il y a du jus de cerveau, ça prend un peu de temps, il y a du travail à faire avec vos équipes commerciales, vos équipes marketing, pour se dire comment est-ce qu'on peut faire bouger finalement notre raison d'être, notre proposition de valeur, comment est-ce qu'on peut les rechallenger pour les adapter à la situation dans laquelle on est. Deuxième point, hyper important, et qui va du coup avoir un impact évidemment sur la manière de converser avec vos clients, avec vos prospects, et du coup c'est le dernier point que je voudrais aborder avec vous, et qui là est à un niveau très pragmatique, très opérationnel, qui est vraiment un peu moins conceptuel et transverse que les 2 premiers points, qui est vraiment le sujet sur la sécurisation du portefeuille client et le sujet de la conquête commerciale de la chasse. Comment ça fonctionne? Alors ça, vous êtes habitués. Vous êtes habitués parce que c'est une pipeline traditionnelle qu'on va retrouver dans n'importe quel CRM. Les prospects, les besoins qualifiés, les besoins ancrés, la proposition et les clients. Dans l'ordre, il faut prioriser, même si on va voir qu'il ne faut pas faire du séquentiel, mais plutôt ouvrir les chantiers de manière parallèle, en même temps. On verra les niveaux d'intensité ensemble. On va avoir un sujet autour des clients. Il va falloir travailler la sécurisation du portefeuille client. On va le voir juste après. On va avoir un deuxième sujet qui est rapidement vos leads les plus chauds. Ce sont ceux qui peuvent être vos sources de cash dans les prochaines semaines. Il va donc falloir voir comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir des conversations et des objectifs tactiques, opérationnels à court terme avec votre pipeline, parce que votre pipeline active, c'est celle qui seront bientôt vos futurs clients et donc votre croissance organique est la plus saine. Et puis, les prospects, il va falloir effectivement continuer
à semer parce qu'on sait qu'on a un temps de vente incompressible. Et donc, il est hyper important de continuer à alimenter une pipeline de prospection parce que si on n'alimente plus, évidemment, on sait qu'on va stopper la machine pour pouvoir convertir en signature. Sur vos clients actifs, premier outil qui est super important, c'est de réactualiser son modèle commercial. En fait, un modèle commercial, qu'est-ce que c'est? C'est un triptyque, des cibles, des quantités d'actions et des qualités d'action. À qui est-ce que je m'adresse? À quelle fréquence? Avec quel objectif et quelle nature d'action? Ce qui est hyper important, c'est de se dire, j'ai 10 commerciaux, j'ai 5 commerciaux, c'est 218 jours de travail par an. Si j'en ai 5, ça fait 1000 jours de travail. Comment est-ce que je rattache les 1000 jours de travail, mon effort, ma quantité d'effort, avec mon portefeuille de clients actifs? Le modèle commercial, il vise à segmenter ses clients en les structurant autour de leur importance. Importance de chiffre d'affaires, importance de potentiel à aller prendre. Pourquoi c'est important de faire ce travail-là? C'est parce que, en ce moment, le modèle commercial, il est forcément rechallengé parce que vos clients or, ceux qui ont le plus d'historique ou le plus de potentiel, par nature, si vous êtes sur une verticale automobile et voyage, bien évidemment, vos clients or qui sont dans ce secteur-là ne peuvent plus tout à fait être des clients or. Donc, ça veut dire que peut-être vos clients voyage, ça va peut-être un minimum, idéalement, être des clients argent. Il n'y a plus rien à prendre, mais je vais essayer de conserver le flux que j'ai avec eux. Et puis, par contre, je vais peut-être me rendre compte que des clients pharma ou alimentaires ou bancaires peuvent devenir des clients or. Donc, ça veut dire que votre segmentation, vous devez la refaire pour reprendre toutes les lignes de votre portefeuille, repasser ces lignes de portefeuille en fonction de la nature, notamment, premier élément de ciblage, est-ce que ce sont des secteurs cycliques ou des secteurs défensifs? Là-dessus, toute la lecture des journaux financiers qui vont vous donner cette lecture en bourse, les secteurs dits défensifs versus les secteurs dits cycliques, ceux qui sont dépendants de la conjoncture, et bien, ça va vous permettre de réaffiner vos portefeuilles et vous dire, OK, dans mon chiffre d'affaires, si j'ai une base 100, quelle est la proportion qui sont déjà dans cette base 100 en valeur cyclique? Quelle est la proportion qui est en valeur défensive? Premier niveau de segmentation. Et ensuite, de pouvoir aussi rajouter des critères sur l'assise financière, sur la solidité des fonds propres, sur le cash, sur la solidité de l'entreprise, sur ses marchés, pour avoir un deuxième niveau de lecture et vous dire, ben, finalement, nos nouveaux clients or, ce sont ceux-ci. Nos clients silver, qu'on ne veut pas perdre, ce sont ceux-ci. Et ceux sur lesquels on sait qu'il y a peu d'historique et peu de potentiel, ce sont à nouveau ceux-là. Donc ça, c'est un travail de fond qu'il faut refaire. Normalement, le modèle commercial, on le fait une fois par an. Quand on fait les objectifs, quand on fait les objectifs du BP, quand on fait les objectifs commerciaux. Là, clairement, quand on a autant de modifications de l'environnement externe, on est obligé de pouvoir repositionner sa matrice et donc recritériser ses clients. Ça, c'est le premier sujet. Ça veut dire ensuite qu'il va falloir travailler sur deux choses. Une fois qu'on a bossé les cibles, c'est quels sont mes canaux et quels sont mes types d'actions. Les canaux, je vais y passer parce qu'on est sur un environnement startup. Vous connaissez ça. La bonne nouvelle, c'est qu'enfin, la vente va devenir multicanal. Enfin, on va pouvoir utiliser, et je crois que vous le faites sûrement déjà tous les canaux possibles pour interagir avec les clients. Pour certaines entreprises, c'est vraiment très nouveau. Je pense que dans vos environnements, c'est quelque chose de beaucoup plus courant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir qu'on peut échanger avec des clients sous tous les formats possibles et que finalement, il n'y a pas que le rendez-vous physique dans le bureau du client qui est possible. Et ça va ouvrir des multiplicités, des options possibles absolument illimitées. Et il faut en profiter parce que c'est une excellente nouvelle. On va pouvoir s'habituer à converser avec l'ensemble de nos clients et nos prospects dans tous les formats possibles. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la qualité de l'action, ciblage, quantité d'action, qualité de l'action. La qualité de l'action, le slide est un peu lourd, je suis désolé, mais j'ai voulu mettre plein d'idées, donc c'est pour ça qu'il est un peu dense. Clients existants, new business et développement, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, ça va être de sécuriser, de converser, de conseiller, d'explorer. C'est de se mettre dans une logique où
on va inventer ensemble avec nos clients et nos prospects ce qu'on va faire, la manière de bouger notre valeur et de leur en faire part. Les clients existants, je vous propose pas mal d'idées et vous nous direz, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez fait. Il y a plein de manières de faire. En tout cas, il va falloir appeler pour sécuriser, appeler pour prendre des nouvelles, appeler pour comprendre comment ça se passe, donner de la valeur, animer des webinars, partager des groupes WhatsApp. Moi, j'ai des clients, ils ont créé des groupes WhatsApp avec leurs clients. Ils ont créé une chaîne de solidarité entre leurs clients. Les clients adorent. Ça crée plein de contacts dans tous les sens et quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal. Ils l'ont fait dans un format très simple et qui crée beaucoup de valeur et où, du coup, ils continuent de partager avec tout leur écosystème. Et je trouve que c'est des idées absolument géniales et il y en aura plein d'autres. Il y a un deuxième sujet qui va être important, c'est avec vos prospects. Qu'est-ce qu'on en fait? On va commencer d'abord par les prospects chauds. Les prospects chauds, la clé, c'est d'aller maintenir la conversation avec vos prospects qui sont dans la pipeline. Ça veut dire qu'il faut refaire un call. Il ne faut pas attendre que le rendez-vous qui était programmé le 10 avril et qui va quasiment, certainement par nature, s'annuler si on laisse le client faire. Il faut appeler le prospect, lui confirmer le rendez-vous du 10 avril. Soit il vous dit non, et dans ce cas-là, il va falloir lui maintenir le rendez-vous le plus possible en lui disant, écoutez, on va se parler, mettons de côté le Covid, on va se parler, je vais prendre des nouvelles, et comme ça, vous allez me dire où ça en est chez vous. Et on va simplement faire en sorte de maintenir la conversation. On ne les maintiendra pas toutes. Quand j'ai des clients, en faisant ça, ils en ont maintenu 50%, ce qui est énorme. Alors, c'est sûr, par rapport à avant, c'est mauvais, mais c'est ce qu'on disait dans l'étape numéro 1, versus post-Covid, de se dire qu'ils ont maintenu 50% de conversation avec des prospects, c'est génial. Donc, il va falloir maintenir les conversations. Et ensuite, il va falloir repartir des conversations pour avoir un objectif tactique qui va complètement changer par rapport à ce que vous deviez faire initialement. Vous pensiez vendre le produit A, mais il va peut-être falloir penser à une alternative qui est de vendre le produit B ou le produit C. Donc, je vous ai mis 2 slides et que je vous partagerai dans la présentation, je vous l'enverrai. On vous la donnera avec Violette, qui détaille exactement, puis comme ça je vais prendre les questions parce que je vois que le temps tourne, qui détaille exactement la manière de mener l'animation de l'entretien en prépa, la revue de pipeline, et ensuite comment est-ce que je vais mener l'entretien avec mon prospect le 10 avril et comment je vais gérer les 40 minutes, les 30 minutes avec lui par téléphone. Ce que je vous propose, c'est de prendre les questions. Je n'ai pas d'autres éléments à partager. Je pense que c'était assez dense, mais on avait essayé de faire aussi et à la fois dense. On a préparé avec Violette. Du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions pour se donner 15 minutes et répondre à toutes les questions que vous auriez. Merci en tout cas pour votre attention et votre écoute jusque-là. Et impatient du coup de vous entendre pour avoir un canal dans les deux sens. Qui veut se lancer? Je vois qu'il y a un certain Benjamin qui est déjà en train de taper. J'ai quelques questions aussi que je poserai peut-être pour faire le lien entre les différents membres qui veulent poser des questions, justement sur ces questions de pipe commerciale d'alimentation et surtout de proposition de valeur qu'on travaille auprès des nouveaux clients ou des existants. Oui. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui tapent. Peut-être je pose ma question et si comme ça tu as le temps d'y répondre à un moment ou à un autre, c'est intéressant. Je me demandais pour les clients, quand par exemple notre proposition de valeur peut être amenée à changer. Bon, je laisse Benjamin poser sa question peut-être et y répondre. Alors, je regarde, là, je me mets sur le chat. Ta question est pour la prospection, le phoning est-il adapté, pas trop intrusif ou lourd pour le prospect? Alors, oui, le phoning est adapté. Il faut avoir effectivement les coordonnées de la personne qu'on veut joindre. Oui, c'est adapté parce qu'en fait, ce qui est adapté surtout, c'est de continuer à semer parce qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a encore du volume d'activité. Je prends toutes les solutions SaaS qui sont facturées tous les mois à tous leurs clients. Ce sont des gens qui ont moins de problèmes de cash que d'autres. Donc, c'est des personnes qui peuvent encore se projeter, anticiper le rebond, voir le verre à moitié plein et se dire, bah, moi, j'ai encore des sujets. Et là-dessus, moi, je recommande dans les conversations commerciales, c'est de pouvoir aider vos commerciaux à isoler ce qu'on appelle le sujet du pathos et le sujet de la projection. Il faut avoir un temps de discussion qui est plutôt pour nous de l'empathie, où on peut avoir les 3-4 minutes de discussion autour de l'impact du Covid et avoir une phrase de connexion qui est la suivante. En dehors du Covid, quels étaient les projets 2020 qui étaient importants pour vous et que vous avez décidé de maintenir? Et ça permet d'aider les clients à faire une transition
entre un sujet macro qu'on subit et un sujet micro sur lequel il a également lui-même la main et sur lequel il peut se reprojeter. Et nous, moi, je vois dans nos métiers, par exemple, on a encore 50% de nos volumes traditionnels de prospection qui tombent toutes les semaines depuis le 16 mars par rapport à avant. Ça veut dire qu'on maintient encore en prospection 50% du nombre de rendez-vous qu'on obtient et qu'on va chercher chaque semaine. Et donc, on a un bon exemple que c'est possible, donc on essaie de le faire pour nous. Et dans les 150 clients qu'on accompagne, j'en ai eu pas mal la semaine dernière où les experts m'ont dit ils ont encore 30-40% de prospection qui donnent des résultats avec des rendez-vous sur avril, des rendez-vous sur mai. Donc oui, on peut continuer. C'est pas facile, c'est moins facile. Déjà, la prospection dans le téléphonique, c'est dur. Là, c'est pas simple. Mais en tout cas, entre ne pas la faire du tout et arriver peut-être à 30-40%, et c'est là où ça pose une question. J'avais une question hier d'un client qui me disait, mais qu'est-ce que je fais avec mes métriques? Je les change ou je les change pas, mes métriques? Effectivement, il faut sortir des métriques pré-Covid. Il faut remettre les métriques position 0 et réinventer des nouveaux métriques, parce que si c'est pour se dire je signe 4 contrats par mois, alors qu'aujourd'hui c'est très compliqué, ça va donner un objectif qui est inaccessible, parce que de toute façon, il va falloir du temps avant que les métriques pré-Covid reviennent normaux, redeviennent possibles. Donc il faut repartir avec des nouveaux métriques. Et les nouveaux métriques, c'est à la rigueur comme le premier jour de votre startup quand vous l'avez lancé et que vous n'aviez pas de métriques de comparaison. C'est comme votre année 1, on redémarre. Et si on se rend compte qu'on arrive à avoir 2 rendez-vous par jour, un nouveau métrique, c'est 2 rendez-vous par jour, et puis on va essayer d'aller à 3 et puis à 4. Alors, manière d'adopter un prospect in the first place. Quel ton adopter? Manière de reprendre la parole sans paraître inadapté. Voilà, donc le sujet du pathos plutôt centré sur l'empathie, et puis ensuite la phrase de connexion autour de, voilà, comment est-ce qu'en dehors du Covid, quels étaient les projets clés pour vous? Quels étaient vos gros chantiers? Quels sont ceux que vous gardez? Parce que de toute façon, les entreprises vont continuer. Il faut continuer à se projeter. Donc, il faut l'amener. Ça demande de s'entraîner un peu. Ça demande évidemment d'y aller avec l'élégance relationnelle prérequise. Et puis, évidemment, si la personne n'est vraiment pas réceptive, on n'insiste pas et on respecte là encore plus que d'habitude le fait de se dire c'est pas opportun. Comme on voit beaucoup de boîtes le faire, est-ce vraiment stratégique de revoir son pricing? Comment gérer l'après-crise selon toi en termes de lorsque le pricing est adapté? Non, pas de souci. On n'en a pas parlé du pricing. Oui, ça fait partie des scénarios alternatifs qu'il faut avoir avec vos clients. Si vous aviez 3 offres ABC et que vous pensiez vendre l'offre B à votre prospect, à votre client, il faut trouver un scénario alternatif. Donc, soit c'est simplement premier niveau scénario alternatif, B ou C, et challenger le client là-dessus. Et puis ensuite, si besoin, avoir des logiques qui permettent de dire pendant un temps donné, avec une échéance donnée, monsieur le client, est-ce qu'en dehors du tarif, vous êtes d'accord sur tout? Oui, j'ai toujours les problèmes qu'on avait évoqués avant le Covid, j'ai toujours besoin de les régler, mais par contre, financièrement, je n'ai pas les mêmes moyens ou j'ai besoin de faire attention. Très bien, donc vous me dites bien qu'en dehors du sujet financier, vous êtes d'accord sur tout, donc ça veut dire que si on traite le sujet financier ensemble, et là, ça ne devient plus une vente, ça devient une négo, on peut imaginer de bosser ensemble. Oui, tout à fait, c'est bien ce que je vous ai dit. Très bien, donc dans ce cas-là, trouvons un terrain d'entente sur le sujet financier. Qu'est-ce qu'on peut explorer comme option? Et là, on rentre dans une tactique de négo qui est de rapprocher les positions séparées, mais pas différentes, ou en tout cas pas opposées, mais les positions séparées de 2 parties qui vont chacune faire un pas. Écoutez, si vous me confiez 10% de volume en plus, je peux faire une remise. Si vous me donnez une réponse avant vendredi prochain, je peux faire un effort de 15%. Et donc oui, effectivement, on va trouver pas mal de flexibilité parce que le but, c'est de rentrer du cash et de continuer à signer et de sortir du référentiel pré-Covid. Pour les startups dans la santé avec un impact probable sur le Covid, on a tellement d'appels, on n'a plus beaucoup de temps, il faut répondre. Ok, donc ça c'est plutôt positif, effectivement. Après, il faut bien trier les bons appels à projets. Attention au bright catching, attention à effectivement bien s'assurer qu'ils sont en train d'acheter quelque chose et construire quelque chose de solide, parce que vos ressources sont limitées. Mais effectivement, c'est une opportunité forte. Quel est selon vous le conseil le plus important? Le conseil le plus important, c'est il n'y en a pas un plus important, c'est vraiment en parallèle maximiser la sécurisation de votre pipeline active. Il faut reprendre, si vous prenez votre CRM, vous sortez tout votre pipe actif, s'il y a 50 opportunités, s'il y en a 100, s'il y en a 10, vous les reprenez une par une, vous prenez
une feuille blanche par opportunité, vous vous mettez avec votre manager, avec votre commercial, avec un collègue, vous reprenez tout ce que vous savez sur le client, tout ce qu'il vous a dit, tout l'historique de la relation avec le prospect, et vous refixez un objectif stratégique et un objectif tactique. Un objectif stratégique, c'est qu'est-ce que je veux lui vendre, sur quel produit, à quelle échéance, pour quel montant. Objectif tactique, c'est comment je vais l'emmener de ma position actuelle à cet objectif en plusieurs étapes. Et vous réécrivez complètement toute votre chaîne commerciale. On ne peut pas reprendre, je vais simplement essayer de clôturer post-Covid. Il faut considérer qu'il y a eu un reset complet. Et donc, vous avez 90% de chances que les prospects viennent avec non, mais là, vous comprenez bien que vous oubliez, c'est pas possible. On est en frozen en interne. On n'a plus le droit de dépenser. C'est plus possible. Donc, rappelez-moi en juillet. Ça, c'est 90% des réponses naturelles que vos interlocuteurs vont avoir. Et c'est là où vous devez repréparer pour dire, OK, très bien, j'entends bien votre position et merci de la partager de manière aussi directe. En dehors du sujet Covid, ces sujets qu'on a évoqués, quels sont ceux qui sont toujours néanmoins réels chez vous? Évidemment, il y a encore ces deux sujets-là, là, ils sont toujours d'actualité. Très bien. Et là, vous réengagez de manière plus conversationnelle, de manière plus ouverte, et vous essayez de réenclencher une démarche avec à nouveau des petites étapes, une par une, qui vont vous aider à aller maintenir un objectif peut-être un peu moins ambitieux, mais sur lesquels, moi je vais vous prendre un exemple, on a eu plein de clients qui, en pleine situation de proposition, nous ont dit on arrête tout. Les commerciaux, on a préparé ça un par un, on a repris chaque opportunité, on l'a vraiment désossé, on l'a regardé, et ils ont continué de signer la semaine dernière. Alors, ce n'est plus les volumes habituels, mais ils ont continué de signer parce qu'il y en a quelques-unes où ils ont bien eu la mécanique d'enchaînement des questions, de la conversation. Ils ont fait plusieurs rendez-vous de 15-20 minutes. Ils ont laissé le client aussi voir l'actualité changer. Et puis, en 3 semaines, ils ont pu signer des deals où spontanément, quand ils allaient appeler, le client leur disait écoutez, vous oubliez tout, on se rappelle en septembre. Donc, on peut reprendre la main et oublier les métriques pré-Covid parce que ça ne sert à rien de comparer avec quelque chose qui est plus comparable. Les conditions de jeu ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, on a des offres sur lesquelles on fait des efforts en ce moment, des promos. Donc, on a des packs d'accompagnement, puisque c'est notre métier. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, on fait des remises en ce moment. Pour ceux qui seraient intéressés, on a des packs 6 sessions, 12 sessions, 18 sessions. Donc, voilà, je vous glisse. Et si vous voulez aller sur notre site web pour comprendre ce qu'on fait, si on peut vous apporter de la valeur et participer à ce que vous alliez plus vite dans la reconquête, dans la remise en place de vos actions, n'hésitez pas et revenez vers moi ou vers nos commerciaux. Et on a une offre tarifaire qui est revue pour s'adapter à la situation actuelle. Donc, n'hésitez pas. Et ceux qui veulent la presse, vous pouvez la récupérer sur questio.com/conf, CONF, questio.com/conf. Vous pouvez récupérer la présentation. Dès que vous vous êtes inscrit, on vous l'envoie sous 24 heures. Et donc, du coup, on vous envoie la présentation pour que vous puissiez la reprendre. Et du coup, retravailler ces 3 ateliers. C'est-à-dire que c'est quasiment 3 ateliers que vous pouvez animer avec vos équipes en fait, dès la semaine prochaine. Comment vous gérez la question du mental, comment est-ce que vous mettez des rituels de conversation avec vos équipes pour partager des choses concrètes, positives, qui sont à leur niveau micro. Ensuite, vous rebossez votre raison d'être pour la faire bouger. Vous allez voir, c'est passionnant. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures, mais vous faites 2-3 ateliers d'1 heure. Vous allez voir, c'est génial ce qui peut en sortir. Et puis enfin, vous reprenez votre pipeline, ça assez rapidement, vos clients, votre cash, et vous vous dites, OK, qu'est-ce qu'on peut sauver à court terme? Quelles sont les opportunités sur lesquelles je reprends la main et comment je continue à prospecter. Ça fait déjà 3 grosses actions qui, j'espère, en tout cas, pourront vous aider. Et puis, évidemment, celles que vous aurez découvertes vous-même et qui, j'espère, vous donneront plein de pistes. Et partagez, évidemment, les pistes. On est toujours preneurs. On apprend tous ensemble en ce moment à vivre cette nouvelle situation. Est-ce qu'il y a... Je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Dominique. Ouais. Je ne sais pas s'il y a encore 1 ou 2 autres questions qui veulent se poser. C'est très utile et je pense très structuré sur les 3 leviers à activer.
pour les fonctions commerciales de chaque startup de notre réseau. Voilà, on vous diffusera le replay du webinaire dans quelques minutes après la fin de celui-ci. Et bien sûr, vous pourrez aller vérifier, aller consulter la présentation de Dominique et Questio. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et surtout, donc l'effort qui a été qui a été fait par Questio pour des offres commerciales en temps de crise, n'hésitez pas, je pense, à en profiter. Merci beaucoup à tous. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, une ou deux, ce sera très utile pour tout le monde. Et si vous voulez partager des bonnes pratiques aussi, n'hésitez pas, pour Dominique et même pour nous tous, toujours utile dans ce moment-là. Merci à tous. Bon business à vous. Portez-vous bien. Belle fin de semaine qui va, je crois, être ensoleillée. Et puis, à très bientôt. Et puis, merci encore, Violette, pour l'organisation de ce webinaire. Je vous en prie. Merci et surtout, Dominique, de l'avoir animé. À bientôt. Bye bye. Salut à tous. Bye bye. Bye. Excuse-moi, est-ce que tu penses que vers 12h25, je pourrais utiliser le tapis? Super. Merci à toutes.